Salut l'équipe, l'Eurobasket continue sur la First Team et on enchaîne avec un nouveau débrief de l'équipe de France qui vient d'enchaîner son 4e match et sa 3e victoire consécutive. Et c'est déjà pas mal pour débriefer avec moi. Pas de Thomas Dufan, mais Thomas Laroukis. Comment ça va mon Toto? Au top, merci. Et toi, Erwan? Écoute, ça va très très bien. On a plein de choses quand même à débriefer. On a vu un match compliqué encore. Hein. On a vu un match en dents de scie. On a vu un match où on n'arrive pas complètement à être rassuré. On va refaire le film de la rencontre. Il y a eu plusieurs matchs dans le match, j'ai l'impression. Ouais, on va revenir d'abord sur le contexte, puisque c'est toujours un peu spécial de commencer un match de poule. On sait qu'il en restera un à la France. Ça sera demain face à la Slovénie. On sera là pour le débriefer. Tu seras là demain avec nous? On verra. Ah, on peut le faire. On peut se le faire à 3. Mais donc la France était déjà qualifiée au vu des résultats un petit peu fous, notamment de la défaite de la Slovénie face à la Bosnie. Donc la France était déjà qualifiée. Mais au-delà de la qualification, la France avait aussi besoin de se rassurer, aussi besoin de prendre une revanche. On se rappelle que le dernier match avant l'Euro, c'était en Bosnie et les Français s'étaient fait botter. Ah, tout à fait. De toute façon, ils ont besoin de ces matchs-là aussi pour travailler. Ils ont besoin de monter en puissance parce qu'encore, on a vu ce soir cet après-midi que l'équipe n'est pas encore bien en place. Vincent Collet cherche encore ses rotations et ses changements. Donc, c'est important de gagner les matchs comme ça. On est avec vous dans le chat, les gars. J'ai l'écran face à moi que Polo m'a mis spécialement. Quelle machine celui-là. Et donc, je prendrai évidemment vos commentaires. J'en lis déjà. Thomas Laroukis, ultra affûté. J'espère bien que Thomas Laroukis est ultra affûté. Ce week-end commence le championnat national 3. Et évidemment, Thomas aura encore un rôle très important dans cette saison. Malakofiote. Oui, je sais, on dit comme ça. Thomas, on va rentrer dans cette rencontre. Il y avait 3 questions que j'ai eu envie de me poser avec cette rencontre. C'était contrôler Robertson, qui avait fait un carnage face à la Slovénie. Contenir aussi Nurkic, qui nous avait démoli en Bosnie, on s'en souvient. Et c'était retrouver de l'exécution qu'on avait un petit peu perdu face à la Hongrie. J'ai envie de dire que sur ces trois points importants-là, il y en a au moins 2 qui ont été plutôt bien faits. Contenir Robertson et Nurkic. Sur l'exécution, c'était plus compliqué. L'exécution en première mi-temps, c'était pas trop mal. On sort de la mi-temps à +10. On a vu des belles séquences, même s'il y a eu pas mal de déchets dans la finition. On aurait pu sortir un peu plus que ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle manque encore un peu de confiance. Cette équipe de France, elle se cherche encore un petit peu. Donc, il y a des choses à améliorer. Mais il y a du mieux quand même. Je trouve qu'il s'améliore de match en match. Et ça c'est bon signe. Vincent Collet a commencé la rencontre avec Andrew Albici, Evan Fournier, Terry Tarpey, Gershon Yabusele et Rudy Gobert. C'est désormais maintenant un 5 de l'équipe de France classique. On a vu surtout une adaptation que j'ai trouvée plutôt intéressante. C'est Gershon Yabusele qui défendait en bugne-à-bugne sur Nurkic. Et c'est Rudy Gobert qui était sur Ali Lozic. C'était un bon ajustement, ça qu'on attendait aussi, parce qu'on avait vu Rudy Gobert en face-à-face avec Nurkic souffrir il y a une dizaine de jours. Alors, on sait que Gershon peut défendre aussi bien sur les postes 4 que sur les postes 5. Il a le physique pour. Il est très athlétique, il est mobile. Donc, il a eu raison de faire ça parce qu'on sait que Nurkic est assez mobile, a des bons mouvements, est capable de partir en dribble. Et donc, pour contrer tout ça, il a décidé de mettre Gershon dessus. On a vu que ça avait bien fonctionné cet après-midi. Ouais, sur la globalité de la rencontre, ça a plutôt bien fonctionné. Un début de match où défensivement, c'est plutôt pas mal. On marque 5 points assez rapidement sur contre-attaque. Mais on rappelle qu'avant la rencontre, on est la meilleure défense du groupe. On est la pire attaque. On voit que dès qu'on court pas, dès qu'on ne marque pas sur jeu rapide, ben on retrouve on a de sérieux problèmes sur notre attaque demi-terrain. Et pourtant, à ce moment-là, les Bosniens sont encore en homme parce qu'après, on sait qu'ils vont quasiment faire 30 minutes de zone. Non, sur la première mi-temps, c'est plutôt pas mal. Offensivement, on sort à la mi-temps à 44 points. Donc, on est sur des bases d'un match à 90 points. Donc, c'est très, très correct. Et après, on va en parler plus tard. Mais la deuxième mi-temps sera totalement différente. Tu l'as dit, c'est plutôt une bonne entame. Vincent ouvre le banc aussi. Il y a une très bonne rentrée de Vincent Poirier qui, depuis 3 matchs, là, vraiment, depuis le match face à l'Ulgénie, on a retrouvé du très bon Poirier qui amène ce qui était un petit peu ce qui manquait aussi à cette équipe de France, c'est de l'énergie du banc. Le banc est quand même plutôt pointé du doigt depuis le début de l'Euro. Et là, Vincent, lui, amène ce qui est parfaitement dans son rôle de sortie de banc. Alors, on sait que c'est super important. Si on veut aller loin dans cette compétition, on a besoin d'un banc productif. Ça n'a pas toujours été le cas. Et on sait que là, Vincent, il est en train de bien revenir. Il était en grosse difficulté sur le premier match. Là, il a dû se reconcentrer aussi. Et voilà, il fait du Poirier. Il est actif. Il est sur les 2 côtés du terrain, défensivement, offensivement. Il donne toujours de superbes courses dans l'axe en transition. Et voilà, il nous apporte toute son énergie qui nous fait énormément de bien. On peut aussi voir que sur cette première 10 minutes, même, et on va aller sur le deuxième quart-temps tout de suite, on voit que Théo Malédon n'est plus concerné, en tout cas dans la rotation, que Amath Mbaye aussi ne joue plus du tout, 0 minutes ce soir pour tous les deux. On peut
une compétition est longue, mais on a l'impression que Vincent Collet resserre aussi un petit peu plus sa rotation, alors qu'on est qu'en phase de groupe encore. Ah, on s'en doutait un petit peu sur les matchs comme ça. Il va resserrer de plus en plus ses rotations. Voilà, de toute façon, on ne peut pas jouer à 12 à chaque fois. Il avait fait beaucoup de tournées contre la Hongrie parce que les joueurs, je pense, avaient laissé beaucoup de plumes contre le match de la Lituanie. Ouais. Du coup, voilà, il essaie un peu aussi de... C'est pas facile de jouer quasiment tous les jours. Donc, il essaie de reposer les joueurs cadres tout en essayant aussi de maintenir un certain niveau d'exigence. Et ça marche pas forcément tout le temps. Et là, on l'a vu cet après-midi, il a vraiment resserré les rotations et on a vu qu'il y avait un 5 sur le terrain qui avait très bien fonctionné. On l'a dit, 19-19 à la fin du premier quart-temps. Défensivement, les Français sont plutôt bien en place, mais on voit aussi que les Bosniens sont sur un nuage d'adresse dans ce premier quart-temps. Mais surtout, va y avoir l'une des clés du match, et que dès la fin du premier quart-temps, on voit la Bosnie se mettre sur une défense de zone qu'ils vont quasiment garder jusqu'à 1 minute 30 de la fin, et là, ils vont se remettre en homme pour essayer de gagner des ballons. Et l'attaque de zone, ça va être un élément clé de ce match-là, un élément clé que Thomas Hurtel va sublimer pendant la rencontre. Ah ben là, heureusement qu'on avait Thomas, parce qu'on connaît sa vision du jeu. Voilà, il est capable de créer sur pick and roll et il a su trouver des solutions sur la zone, même si on a vu qu'il y avait des déplacements, les joueurs se marchaient un peu dessus. C'est jamais évident d'attaquer une zone, on le sait, de toute façon, au basket, c'est toujours un peu chiant. En plus, on rentre dans un faux rythme. Et Hurtel a su trouver des solutions aussi bien pour lui que pour les autres. Et ça nous a fait beaucoup de bien. On sait qu'il est capable de scorer, de créer, et il a montré ce soir. On a eu des bonnes séquences sur zone, on a eu aussi des séquences un petit peu plus compliquées. Je ne sais pas si tu as eu cette sensation par moment sur la mise en place en attaque. On a l'impression que des fois, on voyait des joueurs se pointer du doigt, place-toi là. Comment on peut l'expliquer, ça, Tom, à ce moment-là de la compète? Ça prouve que voilà. Pas cadeau comme question, je te l'accorde. Non, mais ça prouve que justement, il y a des ajustements à faire. On le voit que Vincent Collet essaye encore de chercher, il se retourne vers le banc, il tente des choses, de mettre 2 postes 5 en même temps. Des fois, il met Albici et Hurtel en même temps. Voilà, on a l'impression qu'il est toujours encore à la recherche de ses rotations pour se rassurer. Et on le voit clairement qu'ils ne sont pas bien en place. Normalement, c'est automatique quand on arrive en attaque. Voilà, on sait où on doit aller. Et là, il y a encore des hésitations dans les déplacements. Et des fois, ça se marche un peu dessus. Et ça c'est pas bon. Il va falloir régler ça. Un homme aussi dans cette première mi-temps, c'est Evan Fournier qui met son premier tir à 3 points. Il reste 3 minutes 30 à jouer dans cette deuxième mi-temps. Et ça correspond à une fin de deuxième quart-temps, une fin de première mi-temps plutôt bonne pour l'équipe de France, puisque les Français vont shooter à 6 sur 10 à 3 points en première mi-temps. Ils vont rentrer au vestiaire à plus 10. Et là, on a l'impression que la Bosnie est essoufflée un petit peu de l'enchaînement des matchs et de son exploit face à la Slovénie. Et on a l'impression que les Français sont en train de prendre la mesure de ce match-là. Et Steph vraiment envoie un message pour me dire ça va le faire, on va gagner assez largement. On a aussi cette sensation, nous. Ouais, Evan, il met son premier panier vers la fin de la première mi-temps. Mais après, il a pris ses shoots, c'est ses shoots à lui. Donc, moi, ça me va hein, quand il est ouvert, quand il est dans ses spots, ben voilà, il doit les prendre. On sait que il va y avoir des jours où il en mettra un peu moins, mais on a totalement confiance en lui pour ce genre de shoot. Et tu me l'as dit toi-même pendant le match, à plus 10, tu m'as dit ouais, je pense qu'on va leur mettre une branlée. Et je pensais, il y avait tout pour. Ouais, il y avait tout pour, mais après, l'entame du troisième quart-temps est catastrophique. Donc, l'entame du carton est catastrophique. On peut faire un point quand même à la mi-temps, puisque Evan, on l'a dit, fait une petite première mi-temps, mais c'est pas très grave. Vincent est à 7 points et 5 rebonds. Thomas est à 6 points et 4 passes. On verra, on a vu les stats tout à l'heure. Ça montre l'énorme deuxième mi-temps qu'il fait. Terry Tarpey est à plus 13 déjà. Terry Tarpey, encore qu'on peut souligner, c'est défensivement, le nombre de ballons qu'il touche sur les interceptions. J'ai regardé, il en avait 3 à la mi-temps, mais on aurait pu lui en mettre 6 ou 7. Hein. C'est lui qui est dans tous les coups, avec Andrew aussi au début. Voilà, il fait encore ce travail de l'ombre très apprécié par Vincent Collet. Plus 13 de plus-minus à la mi-temps, plus 24 à la fin du match. Encore une fois, Terry Tarpey fait les choses dont l'équipe de France a besoin. Gershon est à 5 points. Albici, la défense sur Robertson, même s'il met ses 2 premiers points, ses 2 premiers tirs à 3 points. On a eu peur au début. Ouais, mais on a vu quand même que le travail de Sapp, d'Andrew fonctionnait. Et puis surtout, on perd que 8 ballons et on provoque 11 ballons. On est plutôt dans ce qu'on veut dans cette première mi-temps-là. 8 ballons, c'est limite quand même, parce que ça fait 16 à la fin du match. On en perd 3 au bout de 2 minutes. Ouais, c'est ça. Donc on a vite rectifié. Après, on a rectifié, mais les pertes de balles, on sait que c'est un point faible de l'équipe de France. Et on va voir qu'à la fin du match, il y a beaucoup trop de balles perdues. Mais la première mi-temps, la première mi-temps, pour moi, est vraiment correcte. Je me suis dit, voilà, ils sont dans leur plan de jeu. Tout se passe bien, ils sont à plus 10 à la mi-temps, sachant qu'ils ont raté pas mal de paniers faciles. Ils les ont bien tenus en défense. Donc, pour moi, la première mi-temps est plutôt bonne.
Ah ben écoute, donc, et le troisième quart-temps commence et on est plutôt confiant, c'est ce qu'on se dit. En tout cas, moi, je le suis vraiment. Je vois, dans cette entame de deuxième mi-temps où Vincent sait que la Bosnie va faire zone, donc remet Thomas Hurtel pour starter la deuxième mi-temps. Et là, on voit un début de deuxième mi-temps, mais brouillon, mais des deux côtés. Hein. Honnêtement, la Bosnie est complètement à l'envers, perd des ballons. Nous aussi, on a des séquences. On n'a pas l'impression de voir un match de l'Euro, quoi. Ah, mais il était horrible ce troisième quart-temps des deux côtés. Moi, je me disais, voilà, plus 10, là, il faut démarrer fort, les mettre direct à moins 15, moins 20. Et puis des deux côtés, ça échappe les ballons, ça rate des shoots faciles. Alors, il y a eu cette action un peu gag de la contre-attaque d'Evan qui allait avec le rythme du match, en fait, avec tous ces petits ballons qu'on a échappés, ces lay-ups ratés. Et il était vraiment horrible ce troisième quart-temps. Et c'est là qu'on voit, on en parlait la dernière fois, qu'il n'y a pas de marge, en fait. S'ils ne jouent pas à fond, ils ne sont pas concentrés à 100% pendant 40 minutes, ils vont se faire surprendre et ils peuvent avoir Par n'importe qui, bien sûr, et ils peuvent avoir de mauvaises surprises. Donc, il faut vraiment qu'ils restent concentrés. Après, peut-être, est-ce qu'ils ne se sont pas un peu relâchés parce qu'ils ont eu peut-être cette sensation à la mi-temps aussi de se dire oh, c'est bon, on les a bien en main là, on va leur mettre une branlée. Ben non, les Bosniens, ils n'ont rien lâché, ils sont battus jusqu'au bout. Ils n'ont rien lâché, on nous demande dans les commentaires, c'est Pistolvich 3 qui nous dit Musa, pas au niveau, blessé. Alors, Musa, il fait un match moyen, mais il n'est pas blessé, mais c'est surtout que on va donner aussi un peu de crédit, on a bien défendu, on l'a beaucoup coupé sur ses drives, et puis on était dans ses jambes, on l'a forcé à driver, et sur les drives, nos grands ont fait aussi le taf. Donc on a aussi quand même plutôt bien défendu sur leur secteur fort, qui était Nurkic, Musa et Robertson. Il n'empêche que ce troisième quart-temps, c'est un peu presque, je pèse mes mots, une parodie de basket, mais dans cette parodie de basket, ça profite à qui ? Ça profite à la Bosnie parce que les Français n'y arrivent pas. Et on a cette sensation, Tom, que tous les balances qu'on appelle les 50-50 balls, là, ben c'est pour les Bosniens. On n'arrive pas à sécuriser des ballons sur des rebonds, on leur donne des secondes chances, on n'arrive pas à marquer derrière. Et au final, dans un brouillon de basket, on arrive à perdre ce quart-temps 16-8, alors que la Bosnie ne fait rien à part des contre-attaques. Ah oui, clairement, on a été... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Je me souviens de l'action... Je crois que c'est la passe d'Hurtel sur Okobo, là où il échappe tout seul entre les jambes alors qu'il n'y a personne. Et des actions comme ça, il y en a eu plein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, mais heureusement que c'était contre la Bosnie et que c'est un match de poule parce qu'on ne pourra pas se permettre de faire ça sur les phases finales. Mais tu vois, c'est quand même... dites-nous dans les commentaires. Moi, c'est peut-être des moments comme ça où l'équipe de France doit se rassurer au-delà de l'aspect physique. C'est même, pour moi, aujourd'hui, le problème, il est presque mental. C'est que ce troisième quart-temps où on doit tuer le match... relancer des mecs comme Ilé Okobo, comme TLC, peut-être Malédon, donner des minutes à un matin. Et bien en fait, on arrive à se compliquer la tâche tout seul. Et c'est ça que je trouve un peu inquiétant avec cette équipe de France-là, c'est que alors qu'on est à plus 10, qu'on doit tuer le match et qu'on a les ballons pour tuer le match, parce qu'en face, j'ai pas l'impression que les Bosniens ont une crise avec Nurkic qui met 4 paniers à 3 points d'affilée, Musa qui met des tirs... Il y a même pas ça. Non, ils sont même pas bons en face en plus. C'est ça le pire, c'est qu'ils gagnent le quart-temps, mais ils sont pas bons non plus. Mais nous, on est tellement catastrophique sur le troisième quart-temps que voilà, tu l'as dit, on finit le quart-temps à 16-8 et encore on s'en sort bien parce que ça aurait pu être pire que ça, mais après je sais pas comment l'expliquer. On retombe dans des travers d'annonces de système, une passe, interception, sur des mises en place. C'est le relâchement, ça, c'est tout. Hein. Tu vois, la dernière fois, sur le dernier débrief de match face à la Lituanie, je disais qu'on n'avait pas de marge. Tu m'as dit oui, mais dans l'Euro, personne n'a de marge. Et tu as raison. Peut-être les Serbes. On a vu hier face à la Finlande, en tout cas. Mais en tout cas, eux, leur manière dont ils jouent, il n'y a jamais de temps faible. Mais quand je dis qu'avec les Français, on n'avait pas de marge, c'est que tu as raison. C'est que dans l'attitude, en fait, on ne peut pas se permettre une attaque, 2 attaques, de la jouer un peu facile. Parce que très vite, on n'a pas le talent nécessaire. On n'a pas le talent nécessaire pour. Et puis, un euro c'est assez spécial. Hein. Les mecs qui jouent là pour leur pays, ils se donnent tous à fond. Même le 12e joueur qui va rentrer dans les autres équipes, il défend comme un chien. Et voilà, tu représentes ton pays. Et on peut voir que sur cet euro, il y a une énorme intensité des deux côtés du terrain. Donc, si tu n'es pas prêt au combat d'entrée, tu te fais surprendre, peu importe l'équipe en face. On l'a vu contre la Hongrie aussi. Il y a eu des passages où on s'est un peu relâché, ils sont revenus. Et voilà, ça sera tous les matchs comme ça. À partir du moment où on va se relâcher, on va se faire surprendre. 7 ballons perdus dans ce troisième quart-temps, qu'on l'a dit, troisième quart-temps dramatique, où on inscrit donc que 8 points. On enchaîne avec le troisième quart-temps. Et la première attaque, c'est John Robertson à 3 points. Le quatrième, c'est John Robertson à 3 points. Et là, +1 Bosnie. Ouais. Et on se dit, mais en fait, on va vivre un cauchemar.
On a l'impression qu'on va revivre un cauchemar. On s'est regardé. Même moi, j'avais même pas vu le score. Je t'ai dit, putain, on est à -1 déjà. On prend un 13-0. Ouais, à cheval, comme ça, entre ce panier à 3 points et la fin du troisième quart-temps, on encaisse un 13-0. C'est beaucoup pour cette équipe de France-là. C'est beaucoup avec les ambitions qu'a cette équipe de France. Prendre un 13-0 comme ça contre la Bosnie, c'est un peu inquiétant parfois. Mais après, comme d'habitude, on a été à réaction. On a su relever la tête et remettre du rythme, réimposer notre défense. Et finalement... Vincent Collet resserre les rotations. Il y a un passage de Eli Okobo qui est très compliqué, un passage de TLC qui est très compliqué. Ouais. Vincent Collet resserre les rotations. On trouve avec cette attaque de zone et Thomas Hurtel qui va mettre de l'ordre. On va retrouver de l'adresse avec une fin de match, notamment d'Evan de très haut niveau. Thomas Hurtel va mettre beaucoup d'ordre dans la maison. On va réussir à mettre la balle intérieure avec Vincent, avec Rudy, qu'on va trouver physiquement impactant à l'intérieur. Et là, on va s'offrir... Après 35 minutes, un petit peu de difficulté, on va s'offrir une fin de match plutôt cool où on voit que les Bosniens n'ont pas pu suivre physiquement. Ouais, il a su trouver son 5 majeur sur le dernier quart-temps. Hurtel, Tarpé, c'était qui aussi en... Hurtel, Tarpé, Fournier. Et il met Gershon, Vincent et Gobert. Gershon, voilà, Vincent et Gobert. Les 5-6 là, ils sont... Enfin, sans Poirier, ils sont tous quasiment à +20 de plus-minus. Donc on voit que c'est vraiment eux qui ont fait la différence ce soir. Et voilà, Collet, il ne s'est pas embêté. Hein. Il a vu que ça marchait, il n'a pas pris de risque, il les a laissés jusqu'à la fin. Et ça a fonctionné. Parce que si on sort, j'ai envie qu'on aille un petit peu là-dessus. J'ai du mal à croire qu'on puisse aller loin dans cette compétition. Evan Fournier nous disait qu'il voulait monter en pression, comme tu nous as dit en début d'émission, avant les 8e de finale. On a sorti Vincent Poirier du banc aujourd'hui, ce qui a été très bon, qui a eu un vrai impact derrière le poste 4, on le verra tout à l'heure dans les tops et les flops, est une vraie satisfaction de cette rencontre-là. Il n'empêche que pour les autres, après on a Andrew et Thomas Hurtel sur le poste de meneur. Andrew, on a vu que dans son registre, il met même un panier à 3 points, ça va le libérer. Drew, quand tu as le petit lay-up là, comme ça, il faut y aller, Andrew. Va marquer Andrew, tu sais marquer des paniers, mais il y a un vrai souci avec ce banc-là quand même. Il y a quand même des enchaînements de matchs et des prestations qui s'accumulent sans qu'on voit une amélioration. Non, on manque un peu de rotation. On voit que Eli Okobo, c'est dommage parce que j'ai l'impression que le coach croit en lui, toute l'équipe croit en lui, il lui donne des minutes. Voilà, il a le droit de faire les choses qu'il aime bien faire. Il est agressif, mais il est pas en réussite. Alors, je ne sais pas s'il n'est pas en confiance. Après, on se posait la question, est-ce qu'il aime ce rôle de sortie de banc? Est-ce que c'est pas plus un starter qui aime bien avoir beaucoup la balle aussi, plus de responsabilités? Mais là, dans cette équipe-là, il peut pas. Donc, il faut qu'il accepte son rôle et qu'il soit efficace sur le temps de jeu qu'il a. Et on sait que c'est pas facile quand on n'a pas... C'est nouveau aussi pour lui, les campagnes comme ça. Au niveau, c'est sa première campagne d'Eurobasket. Donc, voilà. Après, on voit que dans les intentions, il a envie, il fait les efforts défensivement, mais il n'est pas en réussite. Merci. Et c'est vrai que pour l'instant, le rôle que veut lui donner Vincent Collet et que lui offre l'équipe de France, pour l'instant, il donne des minutes quand même. Ouais, je trouve qu'il a des minutes. Hein. C'est pas genre tu rentres 2 minutes, tu fais une erreur, tu sors. Il a quand même un certain crédit, à juste titre, aux yeux de la saison qu'il fait. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce rôle-là, il n'arrive pas à l'épouser. Il n'arrive pas à l'épouser du tout. Et son passage aujourd'hui, c'est dur à dire comme ça, mais il fait mal à l'équipe. Et c'est dur pour un coach de se dire que sur le banc, on n'a pas de garantie. Parce qu'on sait que c'est très important, l'apport du banc, si on va aller loin dans ce genre de compétition. Et là, j'ai l'impression qu'il essaye de trouver des joueurs en sortie de banc qui pourraient lui apporter. Et pour l'instant, il a un peu du mal. Il a un petit peu du mal, Vincent Collet. Il n'empêche, la France donc s'impose au final, soit 81-68, 3e victoire d'affilée, une défaite contre l'Allemagne. On sait qu'on va croiser avec le groupe A, il me semble. Dites-moi si je me trompe dans le chat. Il reste un match demain face à la Slovénie. C'était annoncé aussi comme le gros morceau de ce groupe, comme le match phare de ce groupe. Finalement, on a l'impression qu'avec le recul, que c'est peut-être France-Allemagne qui était le plus gros morceau, puisque l'Allemagne est la seule équipe invaincue de la poule, mais on enlèverait à la Slovénie quand même qui est championne d'Europe en titre. Comment tu vois cette rencontre, Tom, toi, demain? Avant de faire ça, je vais faire un petit rewind. Je veux qu'on aille sur les tops et les flops. Ça va être plus intéressant et on se projettera sur le match. On peut aller sur les tops. Déjà, on va commencer avec le positif, les gars en régie, avant de se projeter. Les tops, c'est évidemment Thomas Hurtel. Un Thomas Hurtel qu'on a retrouvé sur un poste sur lequel on avait besoin, Thomas, d'avoir un patron, d'avoir de la sécurité. Et c'est exactement ce qu'a amené Thomas ce soir sur cette quasiment 35 minutes d'attaque de zone. Ouais, Thomas, il a fait du Thomas. Hein, il fait ce qu'il sait faire le mieux, créer du jeu, mettre des points. Voilà, et parfois, on en a besoin. Il y a des matchs qui seront un peu différents, mais là, surtout sur la zone, on a vu que
il avait complètement libéré les espaces et il est capable de trouver des passes extraordinaires. Donc on adore quand il est comme ça, quand il est agressif, quand il est en confiance. Il prend les shoots qu'il aime dans ses spots et voilà, tout a fonctionné pour lui ce soir. C'est un match déclic un peu pour lui. Après, on sait que sur une défense de zone, c'est toujours des attaques un petit peu particulières. C'est pas comme attaquer une défense, une grosse défense individuelle. Et Dieu sait que face à la Slovénie, d'autres matchs couperés, on aura des défenses un peu plus hautes avec plus de pression. On sait que sur ce poste 1, on a des soucis. Théo Malédon ne joue plus. Andrew est dans un rôle défensif, mais on sait qu'en attaque, par moment, on va pas toujours trouver des solutions avec Andrew. Moi, je disais qu'au début de la compétition, j'avais envie que qu'on donne aussi plus de responsabilités à Thomas et qu'il les prenne. Est-ce que ce match-là, pour toi, ça peut être un match déclic pour lui? On sait ce qu'il peut amener quand il est bien dans sa tête. De toute façon, ils le connaissent. Vincent Collet le connaît. Ils savent qu'il aime ça, prendre la responsabilité. Il l'a fait à de nombreuses reprises déjà en équipe de France. Ouais, il aime les gros shoots, il aime les matchs à enjeu. Il a l'expérience aussi. Il en a fait beaucoup de campagnes avec l'équipe de France. Et ça peut être utile. Et aussi à noter qu'il fait les efforts défensifs. Je trouve quand même, on sait qu'il n'est pas réputé grand défenseur. Je suis d'accord avec ça. Mais quand même, il fait l'effort sur les pick and roll, d'accompagner le gars, sur les rotations. Voilà, il se bat vraiment. Et ça, c'est important aussi parce que ça peut faire la différence à la fin de match. En tout cas, c'est un acquis pour l'équipe de France. Et moi, je reste persuadé, par rapport à ce que j'avais dit dans la preview, c'est que vu qu'il n'y a pas Nando, sur les postes arrière là, c'est lui, par son expérience, par son profil de joueur, c'est lui qui doit créer pour aller pour laisser des espaces un peu à Evan aussi. C'est quasiment le seul qu'on a à la création, vraiment. Moi, je pensais que Elie allait un peu plus créer, mais là, on voit que depuis le début de l'Euro, c'est vraiment un des rares joueurs à trouver des solutions un peu par lui-même, à vraiment créer du jeu pour l'équipe de France. Thomas Hurtel, vous l'avez compris, notre MVP donc, de ce match-là. Des autres tops, c'est le poste 4. On a décidé de prendre un poste. Le titulaire, Gershon Yabusele, qui a encore une fois été très bon, toujours un peu généreux et quelques petits oublis sur des rotations défensives, mais on lui en veut pas, notre Gershon, tant il nous apporte en attaque et en intensité. Et puis Vincent Poirier, dans la rotation, poste 4 et 5, mais qui est plus sur un poste 4, qui vraiment sur ce poste-là, on a été très dominant des deux côtés du terrain. Ouais, déjà défensivement, même si Halilovic fait un bon match, on a bien tenu Nurkic qui a été en difficulté ce soir et encore il a été bien arbitré parce que sa 4e faute elle arrive jamais alors qu'elle aurait pu arriver bien plus tôt. Et en plus c'est pas facile pour Poirier parce que c'est un poste 5e, là il le décale en 4. C'est vrai qu'avec le Real cette année on l'a beaucoup commenté, il joue très peu 4. Il est derrière Tavares, il joue jamais 4. Il joue jamais 4, donc bravo à lui, c'est pas facile de remplir ce rôle. Les placements sont pas les mêmes, les rôles non plus, les espaces. On sait qu'il est capable de marquer à mi-distance. Et voilà, ce soir, il a encore été précieux parce qu'il sait se placer sur les attaques. Le jeu sans ballon, il est bon. Il se met dans les lignes de passe. Et voilà, il a encore été irréprochable avec Gershon. Ils ont fait le taf, quoi. C'est important donc d'être dominant sur ce poste-là. On a vu les stats de Vincent, très précieux. Encore une fois, je vais peut-être vous rajouter une petite stat de Vincent Poirier. Ouais, il est à 12 dévals pour lui, 3 sur 6 au tir, 7 rebonds. Voilà, la belle activité en 14 minutes, je crois, de Vincent Poirier en 15 minutes. Ouais, 14 minutes, 53 secondes, exactement. L'autre top qu'on avait mis, messieurs, n'hésitez pas à m'envoyer le tableau, j'ai un petit trou de mémoire. Il me semble que c'est le 4e quart-temps d'Evan Fournier. Evan qui a une première mi-temps assez discrète, un 3e quart-temps où tout le monde a sombré, mais quand on fait l'écart définitif, c'est quand même lui qui, par l'adresse et par la création, on le voit aussi aller trouver une petite passe à Thomas à 45, c'est lui qui s'occupe de tout. Alors, on le connaît, Evan, on sait qu'il perd jamais confiance, mais il peut faire 3 quarts-temps avec beaucoup de maladresse. On sait qu'au 4e, il va pas perdre sa confiance, il va continuer à prendre ses shoots et c'est ce qu'il a fait ce soir. Il a joué son rôle de leader et il a très bien fait. Bravo à Evan, donc 9 points, 2 passes pour lui. Ça, c'est ses stats sur le 4e quart-temps, vous voyez bien. C'est pas ses stats sur le match. Il avait commencé avec un petit peu de maladresse. Il a eu des tirs ouverts aussi dans le 3e quart-temps qu'il a raté. Mais il a été là au bon moment pour faire basculer la rencontre. Après les tops, vous en avez l'habitude. On va sur les flops et là, on va avoir plein de choses à dire. Je voudrais avoir ton avis aussi. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. On a mis Elie Okobo, qui sort d'une saison monstrueuse avec Lasvel en Euroleague, en championnat de France. MVP des dernières finales en championnat de France. Et on l'a dit, on va le répéter. On n'aime pas pointer les joueurs du doigt parce que c'est jamais simple dans une compétition comme ça quand on a du mal à rentrer dedans. Mais quand on voit le Elie de cette saison en Euroleague et le Elie qu'on voit en équipe de France, on a du mal à comprendre un petit peu ce qui se passe parce que Vincent Collet, tu l'as dit, essaie de lui donner des minutes et lui filer les ballons. Moi, j'essaie de le défendre à chaque fois parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup.
Voilà, beaucoup de gens qui me disent ouais, il peut pas en équipe de France, il a du mal à trouver son. Mais moi, j'y crois. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'il a un peu du mal à rentrer dans la compétition. Mais il a réussi à trouver des shoots à lui. Aujourd'hui, des pénétrations comme il sait faire, des flotteurs main gauche. Il a une ou deux positions à 3 points qu'il peut mettre. Voilà, je pense qu'il lui faut un match déclic pour se remettre en confiance. Il en est capable et pourquoi pas demain contre la Slovénie. On espère, ça peut être le match parfait pour lui. L'autre top, on a eu envie de les associer parce que c'est vrai qu'on a mal pour eux. C'est aussi Timothée Louaouka-Barot qui est dans un trou, lui qui était désigné complètement pour combler le manque de Nicolas Batum. C'est vrai qu'on est tous admiratifs de ce que fait Terry Tarpey. Mais alors, c'est très bien pour l'équipe de France, mais on sait que les égos, des fois, ça marche un petit peu. On sent que peut-être que le fait qu'il n'arrive pas à faire oublier Nico, une partie de Nico en tout cas, et que derrière, un invité surprise comme Terry Tarpey déboule et lui a pris sa place dans le 5 au fur et à mesure de la prépa et du début de l'Euro, c'est dur pour Timothée aussi. Ouais, c'est sûr, il y avait énormément d'attentes autour de Timothy. Et pour l'instant, c'est compliqué parce qu'il devait remplacer, tu l'as dit, Nicolas Batum. Mais c'est un rôle pas facile à jouer. On l'attendait un peu comme un Mike Gelabal à l'époque, c'est-à-dire solide défensivement, être capable de mettre ses shoots dans le corner à 3 points. Pour l'instant, il est assez maladroit et il n'a pas l'air en grande confiance, mais on espère aussi que ça va changer parce qu'on sait qu'il est capable. Il nous l'a montré déjà d'avoir de super séquences. Mais je pense qu'il faut qu'il se concentre d'abord sur son rôle défensif, d'intensité, courir en transition, voilà, des coupes dans le dos. Il est bon aussi dans ça, le jeu sans ballon. Il ne faut pas qu'il soit obnubilé par le fait de marquer des points absolument. Retrouver de la confiance par des minima, des petites choses, du rebond, de la course. Alors, ça va peut-être pas lui plaire, j'imagine, mais s'inspirer de ce que fait Terry Tarpey. C'est-à-dire que des minima, défendre, aller au rebond, récupérer des rebonds, courir. Et ça, quand on n'est pas dans une grande confiance, si on attend de mettre 4 paniers à 3 points d'affilée pour retrouver la confiance, c'est un peu plus pièce en l'air. Défendre, courir, aller au rebond, c'est des choses un peu plus simples à faire. L'autre flop qu'on avait envie de dire, c'est notre coup de gueule à nous, mais on a trouvé que l'arbitrage autour de Nurkic, qui certes prend une technique en fin de rencontre, avait pris aussi un flop. On a trouvé que c'était un peu moyen, notamment quand Gershon monte au dunk. Il doit prendre sa 4e en début de 3e quart-temps et il la prend pas. Je crois que c'est Rudy, c'est Gershon qui prend le rebond, il remet dedans, mais c'est Gershon. C'est pas Gershon en contre-attaque qui monte au dunk? Ah, sur la contre-attaque, il y a eu pas mal d'actions un peu litigieuses, alors que lui, de l'autre côté, dès qu'on le poussait un peu, il avait les coups de sifflet. Bon, après, ça, c'est un petit flop qu'on voulait mettre, mais c'est vrai qu'il aurait mérité d'avoir sa 4e faute bien plus tôt et de peut-être aller s'asseoir un peu sur le banc, mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Allez, on nous dit pas assez de Tarpey dans votre résumé, sans lui on perd, mais je pense que Vincent Collet doit lui dessiner tous les prochains systèmes d'attaque et que Evan Fournier va se décaler sur une 3e option offensive pour la laisser à Terry Tarpey. On adore Terry Tarpey, on l'a dit, il a encore une fois été précieux, on l'a dit plus 24 de plus-minus pour lui, il a bien défendu, il a pris en attaque ce qui lui est revenu. Il est dans son rôle, voilà, il fait tout ce qu'il a à il faire. prend 29 minutes, ce qui est énorme, C'est ça énorme. prouve bien l'importance que lui donne Vincent Collet. Maintenant, on ne va pas non plus en faire des tonnes sur un super role player. Voilà, c'est ça les gars. Donc, et puis il y aura d'autres matchs où on aura l'occasion de parler de Terry Tarpey. Je sais que certains se sont pris d'amour pour ce joueur qu'ils découvrent peut-être à très haut niveau, mais voilà, on en a parlé de Terry Tarpey, on l'a dit, avec un plus-minus monstrueux et un temps de jeu très conséquent. Le prochain match, c'est demain. La France, donc, 3 victoires, 1 défaite. On était sûr d'être qualifié avant ce match. On joue la Slovénie, championne d'Europe en titre. Je vais aller te faire un petit point là sur le groupe. Serait censé, dans un monde parfait, être le plus gros match pour aller chercher la première place. Le match de la première place. Ça ne sera pas le cas. Comment on aborde ce match? Est-ce qu'on rentre dans des calculs pour éviter potentiellement la Serbie ou la Grèce, qui nous ont fait une très forte impression sur ce premier tour? Est-ce qu'on joue ce match comme s'il fallait absolument le gagner? C'est un peu bizarre comme situation. Ouais, c'est toujours dérangeant ce genre de situation parce que. Merci les gars. Alors on se met une certaine pression. Est-ce qu'on se dit on perd le match gentiment en jouant à moitié à fond et pour éviter certaines équipes, mais c'est pas garanti non plus qu'on gagne les autres équipes. Moi, je le jouerais plutôt en mode 16e de finale, c'est-à-dire un super test avant de commencer les phases finales. On sait que la Slovénie est une des équipes favorites de ce tournoi. Donc moi, je trouve le match, il arrive vraiment au bon moment pour se tester juste avant les 8e de finale. Voilà, le jouer à fond et voir où on en est aussi contre une équipe, contre une grosse équipe de
de ce championnat. Une grosse équipe de cette compétition. Une équipe qui s'est fait surprendre par la Serbie, qui aura certainement aussi à cœur de réagir. Mais en fait, la question que je te pose, et dis tout dans le chat ce que vous en pensez, c'est est-ce que demain on doit tout faire pour gagner, filer 30-35 minutes à Evan, à Gershon, tu vois, sachant que derrière, ce match-là, de toute façon, il compte presque pour du beurre. Forcément, j'ai envie de te dire non, autant... Dites-nous dans le chat, hein. Autant jouer tranquillement, faire tourner l'équipe, essayer de faire des réglages pour éviter la Serbie et la Grèce, ça c'est sûr. Après, en tant que compétiteur, c'est toujours un peu dur d'aborder une rencontre comme ça. Pour moi, c'est assez bizarre, mais bon. S'il faut en passer par là pour essayer d'aller loin dans cette compétition, ben après, ça sera à l'entraîneur de faire ses choix et voilà, d'assumer. Qu'est-ce qu'il faut faire là pour cette équipe d'Allemagne? Attends, Game and Result, je vais les regarder quand même. Il leur reste donc à jouer. Il joue la Slovénie tout à l'heure. Donc ça peut changer pas mal de choses. Et il termine avec la Hongrie demain. Donc on va attendre quand même que le match entre l'Allemagne et la Slovénie ce soir, en même temps que le PSG se joue. Et puis on verra demain ce qui se passe. Nous, c'est quoi le mieux qu'on finisse 4, c'est ça? Si on est 4, on éviterait Grèce et Serbie en quart de finale. Et si on perd demain, on est sûr de finir 4? Non. Non, ça dépend. Ça dépend. Parce que là, en battant la Bosnie, on remet complètement la Lituanie dans le coup. Ah oui. Et demain, le Bosnie-Lituanie, ça va être quasiment un ticket pour les huitièmes de finale. Là, ça sera le fameux sixième de finale. Faut gagner. Le tableau est quand même vachement meilleur si on finit deuxième. Voilà, c'est Roulian Poney qui nous dit ça. Vous voyez un petit peu là où on en est, sachant que voilà, l'Allemagne est invaincue. Allemagne et Slovénie vont se jouer ce soir. Et demain, la France et la Slovénie se joueront pendant que l'Allemagne, eux, joueront. Hein, il manque la victoire de la France sur celui-là. Voilà, on a fait le tour un petit peu de ce débrief de match. On verra. On va attendre le résultat de ce soir entre l'Allemagne et la Slovénie. On ira peut-être plus clair demain avant la rencontre entre ces deux équipes. Ce qui est sûr, c'est que cet Euro tient toutes ses promesses. Hier, on a vu les Serbes très, très, très forts face à la Finlande. Un petit mot, tu veux nous dire un petit mot sur les Serbes ? Non, pour moi, là, de ce que j'ai vu pour l'instant de ce début d'Eurobasket, bon, je vais pas rien apprendre à personne, mais c'est vrai que la Serbie et la Grèce se dégagent un peu par rapport avec la Slovénie juste un peu derrière, mais c'est vraiment les trois équipes qui m'ont l'air le plus en place sur ce tournoi. Après, l'Allemagne, forcément, à domicile, peut créer la surprise aussi. Ouais, moi je pense l'Allemagne, honnêtement, invaincue dans ce groupe de la mort, parce que quand on voit les autres groupes, quand même, on a vraiment un groupe de la mort avec une équipe comme la Bosnie qui s'est révélée comme ça. La Serbie de favorite, c'est sûr, on nous dit. La Serbie a l'air d'une facilité pour le moment. Slovénie au-dessus pour le moment. Non, ils sont fait attraper. La Grèce, avec l'ajout de Dorsey, vraiment, ils ont fait une énorme plus-value, donc attention à la Grèce. Écoute, en tout cas, on l'a dit, hein, c'est certainement l'Euro le plus relevé de l'histoire, en tout cas l'un des plus relevés de l'histoire. Et forcément, les matchs couperets qui commenceront dès ce week-end, ça promet samedi. On vous rappelle que samedi, Paul, Jérémy, Thomas Dufan, Aaron Labotrette seront à Berlin, dans la Mercedes-Benz Arena, pour vous faire vivre à la fin de la journée. Faire un récap de tous les matchs qui seront passés dans la journée. Et tu m'as même dit que si la France... tu m'as dit que si la France est en finale... Je viendrai. Tu viendrais en Allemagne. T'as des places, c'est bon? On s'arrange. Moi, c'est courtside. Hein. Je ferai courtside, tu peux aller te faire enculer. Mais sinon, tu peux venir avec grand plaisir. Tu veux pas faire l'entre-deux aussi? Ou si tu veux, je demande à Vincent de faire jouer 10 minutes. Et il peut mettre sur le banc au bout. Ouais, d'accord, ok. Merci à tous de nous avoir suivis. On a réussi encore à être plus de 1000 là, en plein milieu d'après-midi en semaine. Vous êtes vraiment les meilleurs. On se régale. L'Euro, c'est loin d'être fini sur les antennes de First Team et sur Canal aussi pour regarder les matchs. Merci Thomas. De rien. Merci Pollux. Merci Tom. Merci Jérémy. Merci JB pour le montage. On se retrouve demain pour le débrief de France-Slovénie. Soyez beaux, soyez forts. Ce soir, il y a Paris, il y a Paris en Ligue des Champions, mais surtout demain, il y a l'OM avec Tottenham. Ce soir, à 18h, rapidement aussi, roue libre avec ces magnifiques gourdes les poteaux. Polo, Robin et Joseph, retrouvez-les pour la fin de la Vuelta, où c'est Van de Poel qui va gagner, c'est moi qui vous le dis. Je vous embrasse, ciao. Aidez Nepoul, et c'est bon, tu m'as compris, gros. Allez, bisous. Cause I'm bout it, if you bout it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly I swear